Bonjour Antonella. Bonjour. Alors, nous avons l'honneur de te compter parmi les speakers de cette deuxième édition de Happy Parents. Comme tu le sais, c'est un événement qui est dédié au coaching parental et cette année, il va se dérouler sur 4 journées en format hybride. Pour les personnes qui nous écoutent, je leur demanderai de consulter tous les détails de l'événement sur notre site happyparents.coachingnews.ma. Donc, avec moi aujourd'hui, une experte du monde de l'éducation, Antonella Verdiani. Tu es docteur en sciences de l'éducation, tu es aussi ex-fonctionnaire à l'UNESCO, consultante internationale, conférencière et formatrice, auteure de plusieurs livres sur les pédagogies alternatives. Et je citerai 2 livres que j'apprécie de toi. C'est Ces écoles qui rendent nos enfants heureux. Et le second, c'est Renouer avec la joie de l'enfance. Merci Antonella d'avoir accepté mon invitation à cette interview qui va durer quelques minutes, juste le temps de donner un avant-goût à cet événement annuel et qui coïncide avec la journée mondiale des parents qui a lieu chaque année le 1er juin. Es-tu prête, Antonella, pour entamer cette interview? Oui, merci. Je suis là. Je te remercie de ton invitation. Je suis là avec beaucoup de plaisir. Ça me Merci. fait plaisir de contribuer à cet événement. Donc, je partage avec toi le credo de notre événement. C'est parents heureux pour un enfant heureux. Toi, en tant qu'expert, Antonella, dans le domaine de l'éducation et de la parentalité, peux-tu nous expliquer comment tu contribues à l'établissement d'une relation harmonieuse parent-enfant? Euh, alors, je voudrais d'abord ponctualiser, mettre le doigt sur une question, hein. Pour moi, l'éducation n'est pas que la parentalité et moi, je ne suis pas experte en parentalité. Moi, je suis plutôt experte, comme tu l'as bien présenté au début, en éducation. Évidemment que le processus d'éducation est quelque chose qui est global et qui inclut bien sûr les parents, les premiers intéressés, mais surtout aussi, quand on dit éducation, on pense tout de suite à l'école. Et moi, je me suis plutôt focalisée sur la question école et pédagogie. Mais bien évidemment que quand on parle d'éducation positive, on pense aussi à la relation parent-enfant et que donc on ne peut pas, par absurde, envoyer son enfant dans une école Montessori ou dans une école bienveillante et puis le frapper à la maison. Mais il y en a, hein, il y a des cas de ce type-là. Alors moi, je contribue par la sensibilisation des adultes, qu'ils soient parents ou enseignants. Moi, je parle plutôt d'éducateurs, hein, dans le sens large, ceux qui sont dans le métier de la transmission, hein, et qui, évidemment, ont une relation à l'enfant presque de pédagogue, même s'ils ne sont pas des experts certifiés et diplômés. Moi, je contribue dans le sens que je leur propose de changer totalement de vision et de dire, bah, si au lieu d'éduquer à un monde difficile, si on faisait l'inverse et on imaginait que le monde peut être un monde de bonheur, de joie, où ce moteur principal qui est la joie qui est un capital avec lequel nous naissons tous, si on imaginait qu'il restait intact chez les enfants et qu'on puisse aussi se baser sur ça pour l'éducation, pourquoi pas? Et là-dedans, dernièrement, je me suis penchée aussi sur une question qui est la mort et que moi, je ne sépare pas de l'éducation à la joie parce qu'on peut aussi imaginer que la mort n'est pas quelque chose uniquement de tragique, mais c'est surtout qu'on trouve des formules qui ne sont pas tragiques pour en parler avec les enfants.
Voilà, je fais vite, hein. Antonella, certains parents adoptent aujourd'hui, tu viens de le dire, l'éducation positive. Et ce que nous remarquons des fois, c'est que ces parents l'adoptent juste pour suivre un effet de mode et être un peu dans l'air du temps, parce que tu vois, on en parle de plus en plus de cette éducation positive. Et des fois, les parents l'appliquent, la choisissent sans vraiment en comprendre les fondements. Et des fois, ça peut faire que ces parents tombent dans une forme de laxisme. Donc, comment freiner ces dérapages? Alors d'abord par la compréhension, c'est-à-dire, moi je dis toujours qu'il faut évidemment éduquer les enfants, mais il faut aussi éduquer les parents, hein. Et donc pour éduquer les parents, c'est que je le propose, c'est vraiment de faire ce processus de changement de vision, de se regarder à l'intérieur. Donc, évidemment que si tu colles une étiquette qui est l'éducation positive ou la parentalité positive sans que le parent ait fait tout un travail sur soi, ou bien même qu'il ait envie de l'entamer, ce travail sur soi, ça ne sert à rien. C'est juste le danger d'avoir quelque chose qui reste à la surface et qui évidemment n'a pas une valeur de profondeur, c'est-à-dire ne rentre pas en profondeur vraiment dans la psyché du parent et dans sa psychologie et de façon d'être, ses attitudes. Donc le véritable travail est un travail sur soi. Après, c'est-à-dire ou après ou pendant, on peut se diriger vers une pédagogie positive ou une éducation positive. Mais les deux choses vont ensemble, c'est-à-dire le besoin que le parent, il y a un besoin que le parent se regarde, tourne la vision d'abord sur soi-même. Au lieu de critiquer tout de suite l'enfant et de dire non, alors je ne veux pas le critiquer, c'est encore pire. Je ne veux pas mettre en colère, donc j'applique la formule gagnante que j'ai appris dans le manuel de pédagogie positive, d'éducation positive. Ça ne sert pas à grand-chose, hein. Donc, et effectivement, cette éducation positive prône l'abolition de la punition. Et nous comprenons que la punition, aussi petite soit-elle, n'a pas de place dans une éducation positive ou dite bienveillante. Donc, par quoi peut-on remplacer la punition et aussi comment faire de l'erreur un levier d'apprentissage? Je commence par la dernière question. Comment faire de l'erreur un levier d'apprentissage? C'est vraiment une question qui est fondamentale dans les pédagogies actives, dans tout ce que les pédagogies que j'ai pu observer dans les écoles qui rendent nos enfants heureux, c'est-à-dire où l'enfant est au centre, hein, et c'est pas le savoir qui est au centre, mais c'est lui qui est au centre, avec dans sa globalité. Donc, l'erreur peut devenir pédagogique. Et ça, à l'école comme à la maison. Et évidemment, ça dépend aussi quelle erreur. Si c'est une erreur qui continue de se répéter, là, il y a effectivement quelque chose à regarder de plus près. Mais des petites erreurs ne demandent pas des grandes punitions ni des petites punitions. Moi, le mot punition, je le mettrai de côté, je l'ai toujours mis de côté. Je parlerai plutôt des sanctions. C'est important quand même d'exercer, là je reviens à la question de l'autorité naturelle, d'exercer quand même une autorité naturelle, mais de façon, comme on dit maintenant, ça aussi c'est à la mode, bienveillante. Ça veut dire quoi bienveillante? Ça veut dire qu'elle veille d'une façon bénévole, avec un regard qui est bénévole. Donc on ne peut pas punir un enfant si on est bienveillant, mais on peut effectivement exercer une autorité qui marque aussi des limites, mais qui sont des limites saines. Et de chercher des sanctions, alors des sanctions qui ne sont pas punitives, qui ne sont pas, comment dire, alors je suis en Italie, le mot me vient en italien, mais qui ne sont pas là pour diminuer l'enfant. Voilà.
mais elles sont là pour l'accompagner aussi dans une prise de conscience nécessaire. Hein. Et c'est pour ça que c'est important que le parent exerce cette autorité naturelle, qui n'est pas facile non plus. Hein. Mais le cadre est très important pour le développement Oui. Ouais. de l'enfant. Il a besoin d'affection, il a besoin aussi d'un cadre, ça le sécurise. Bien sûr. Ça pose des limites et ça aide à sa croissance et à son intégration dans la société. Parce qu'une société, quand on parle de société, on parle aussi de normes et de règles. Donc, avoir cette capacité à comprendre et à respecter des règles, ben, ça le prépare aussi à être un bon citoyen. Et aussi, ça fait partie pour moi de tout ce processus, avoir la capacité d'avoir une pensée critique, mais pas pour critiquer dans le sens négatif, mais aussi pour aller interpeller, interroger aussi les règles qui ne sont pas justes. Il y a des choses qui ne sont pas justes et qu'on peut aussi apprendre à observer. Ça aussi, ça demande beaucoup de temps et beaucoup aussi de travail, de confiance en soi. De la part du parent. De la part du parent, bien sûr, bien sûr. Dans nos accompagnements, Antonella, nous constatons que l'enfant a été souvent conçu pour combler des manques, et les manques du parent, je veux dire, ou pour réaliser les rêves aussi du parent qui n'ont pas pu être concrétisés. Et on revient encore à cette idée qu'on ne peut pas changer nos manières d'éduquer sans avoir fait un travail en profondeur sur nous-mêmes, une meilleure connaissance de nous-mêmes pour ne pas répéter certains schémas qui sont là et que nous imitons inconsciemment. Et donc, et même ces projections que nous faisons sur notre propre enfant sont souvent des projections inconscientes et qui entravent l'épanouissement de l'enfant. Donc, comment éviter ce genre de mécanisme qui se répète? Alors, si elle se répète, c'est difficile. C'est-à-dire que ça demande une conscience et une vigilance accrue de la part sur soi-même, de la part du parent. Alors, évidemment, je fais moi-même toujours un exemple qui me concerne. J'aurais adoré être danseuse quand j'étais petite. On en a souvent parlé aussi, toi et moi. Et que pour moi, c'était mon rêve. Et bon, ça n'a pas été le cas. Mais je me suis vue, moi, avec ma fille, quand elle avait 5 ans, l'amener à l'école de danse. Et ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc, pour moi, c'était de façon, comme tu dis, inconsciente, une façon de continuer mon rêve en le projetant sur ma fille. Évidemment que ce n'était pas son histoire. Et elle, à 6 ans, c'est-à-dire après avoir passé une année dans cette école où elle était, par contre, en plus, elle était bonne, hein, elle m'a dit, tu n'as pas compris, ça ne m'intéresse pas du tout. À 6 ans, elle a pu l'exprimer. Donc, comment? Moi, je dis écoutez l'enfant, hein, parce que il y a des signes. Alors, ma fille, elle a été particulièrement déterminée et c'est son caractère. Mais il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer de cette façon-là et par peur de faire de la peine à ses parents, à son parent, se taisent. Mais il y a toujours des signes. Et si on est un parent attentif, il y a toujours la possibilité de voir aussi quelque chose qui n'est pas en harmonie avec aussi les réflexions de l'enfant, les façons de réagir de l'enfant, etc. Donc, s'il vous plaît, faites attention. N'amenez pas vos enfants à l'école de danse ou faire du piano s'ils sont là pour faire du rugby. Ma fille, elle voulait faire de l'acrobatie. Donc, du coup, elle a été au cirque pendant 3-4 ans. C'était pas du tout ça.
Et pour moi, en plus, c'était rigolo parce que moi, j'étais déjà dans le domaine de l'éducation. À l'époque, j'étais à l'UNESCO et je voulais quand même, je me sentais quand même déjà experte et loin de la possibilité de faire ces erreurs. Eh bien non. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Quand on répète, on continue à répéter la même erreur, c'est diabolique ça. Donc là, attention, vigilance. Mais là aussi, comme tu dis, ça demande aussi la volonté de travailler sur soi. Oui. Oui. Merci beaucoup, Antonella, pour tous ces partages et j'aimerais que, voilà, que tu livres aux auditeurs un message qui te tient à cœur. Toi qui es experte des pédagogies alternatives et qui t'occupe de l'éducation, quel message important tu aimerais livrer aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, le mot qui me vient immédiatement, c'est éduquer pour la paix. Nous en avons tous besoin. Et contrairement à ce qu'on peut voir aussi dans les médias, à la télévision, à la radio, partout dans les réseaux sociaux, sur l'actualité, la guerre, la paix n'est pas uniquement quelque chose qui est à l'extérieur. La guerre n'est pas aussi quelque chose qui est uniquement à l'extérieur. Les deux font partie de nous-mêmes. Donc, la paix se travaille aussi à partir de nous-mêmes. Donc, on ne peut pas être en paix dans un monde qui est juste, là aussi, comme juste une vitrine où les choses sont réglementées, où tout va bien. Et puis, à un moment donné, on est surpris par un conflit qui nous concerne aussi, même si on est loin. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui encore faut travailler à nous. Et donc, et l'éducation, elle est là pour faire ce processus vraiment de, comment dire, des changements de paradigme, de se dire la paix est quelque chose de possible, parce qu'elle est déjà en nous, comme la joie, hein? Comme cette capacité d'être en tout avec ce qui nous entoure, la nature, les arbres, les fleurs, la mer, l'univers, le cosmos, les animaux. Nous ne sommes pas séparés. À partir du moment où nous avons cette conscience de la non-séparativité, de la non-séparation avec ce qui nous entoure, il est impossible de mener une guerre. Et donc, éduquer les enfants, mais s'éduquer nous aussi à la paix. Ça, c'est... Magnifique. Magnifique message. Je te rejoins à 100%. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous inscrire et à télécharger le programme de l'événement Happy Parents sur le site happyparents.coachingnews.ma. Les inscriptions sont déjà ouvertes et nous démarrons donc avec l'ouverture de l'événement qui aura lieu en ligne le mercredi 1er juin. À très vite et soyez nombreux au rendez-vous. Merci pour votre attention. Merci Antonella. Au revoir.